Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Une réunion s'est déroulée ce matin à l'hôtel Solix de Niamey où il a été question du projet régional pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques. Le but étant de faire l'état des lieux du projet de son lancement à aujourd'hui. Le point avec Ali Cissé Ibrahim. Le projet régional pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques concerne 6 pays du Sahel qui sont le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Tchad, la Mauritanie et le Mali. Le projet a été lancé le 6 novembre 2013. Aussi, la structure de coordination du projet a initié ce matin une réunion d'échange sur les temps forts qui ont marqué le projet de son lancement à aujourd'hui. Dr Kafa Jakou Reketou Christelle, ministre de la Population et président du comité national de pilotage du projet régional pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques, explique le sens du projet. Le dividende démographique s'entend comme l'accélération de la croissance économique résultant de l'évolution de l'extrême jeunesse vers une maturité de la pyramide des âges de la population qui devient un élément clé dans la stratégie de nos États et nos gouvernements pour la marche harmonieuse vers l'émergence. Ainsi, la modification démographique se transformera en dividende démographique par le fait que la population en âge de travailler deviendra plus nombreuse, mieux éduquée, accède à des emplois décents et mènera une longue carrière productive et créatrice de richesses nationales. Plus encore, la ministre de la Population de dire l'objectif visé par le projet régional pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques. La voie du dividende démographique nous a été tracée par le modèle asiatique dit Tigre d'Asie qui aujourd'hui plus que jamais nous permet de disposer d'un faisceau d'évidence indiquant clairement qu'en investissant massivement et durablement dans l'éducation, dans la santé maternelle, néonatale et infantile, dans la nutrition et la planification familiale, nous sortirons nos populations du cercle vicieux de la pauvreté, de la dépendance et de leurs corollaires que sont l'immigration clandestine, la violence, l'extrémisme et toutes les autres formes de radicalisation. Le dividende démographique, dois-je l'indiquer, exige également des politiques sociales et économiques audacieuses, notamment des investissements dans le capital humain. À la suite, une projection d'un film sur le dividende démographique a été faite, suivie d'une présentation détaillée du contenu du projet. Il est à noter que le projet est mis en œuvre avec le partenariat de l'Organisation ouest-africaine de la santé, le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse et le Fonds des Nations Unies pour la population. L'immatriculation foncière au Niger, c'est le thème d'une journée d'information qu'a organisé ce matin le ministère des Domaines et de l'Habitat. Objectif, sensibiliser l'opinion en général et les personnes détentrices de terrain en particulier sur les documents fonciers ainsi que les avantages que procure l'immatriculation foncière. Le compte rendu de cette journée d'information avec Michel Légy. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du sous-programme d'immatriculation foncière et de création du titre foncier du programme de la Renaissance qui prévoit un renforcement des procédures judiciaires qui assurent une pleine garantie aux propriétaires de terrain. Comme vous le constatez aisément, Niamey a dépassé les normes admissibles dans le domaine du foncier. L'urbanisation de la ville a pris un coup du fait de l'autorisation des lotissements privés qui ont produit un grand nombre de parcelles et dont la mise en valeur créerait davantage des problèmes supplémentaires de sécurité et de fourniture de services sociaux de base à la ville. Les espaces réservés sont quotidiennement morcelés, compromettant ainsi le développement des secteurs sociaux, publics et spoliant les aires de jeu des enfants. Une rencontre au cours de laquelle les participants seront outillés sur le processus qui s'attache à la question. Autour de la question de l'immatriculation et de la création des titres fonciers, s'est formé une sorte de mythe qui n'a pas du tout favorisé l'évolution de cette matière et qui a même conduit les détenteurs de terrain à se contenter du simple acte de cession d'immeubles non bâtis ou de certificats de détention coutumière, toute chose qui n'octroie aucune garantie ni ne donne aucune sécurité.
Même la mise en place de la procédure simplifiée de création de titres fonciers, dite SHEDA, n'a pas fait évoluer significativement l'enregistrement de la propriété foncière. À ce jour, seulement 44 000 titres fonciers ont été créés pour tout le Niger depuis l'indépendance, y compris les titres fonciers SHEDA, c'est-à-dire presque rien par rapport aux très nombreux lotissements réalisés et au nombre incalculable de parcelles qu'ils ont engendrées. Je voudrais saisir l'opportunité de la rencontre d'aujourd'hui pour dire à tous que chaque propriétaire a intérêt à immatriculer son bien, que la procédure d'immatriculation est simple, qu'elle n'est pas chère, contrairement à ce que l'on pourrait y penser, et que surtout elle n'a que des avantages puisque le titre qui sera délivré est définitif et inattaquable. Le directeur de cabinet du ministère en charge des domaines a enfin indiqué que cette rencontre constitue le point de départ d'une grande campagne de popularisation de l'immatriculation foncière et de la production de titres fonciers aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays. L'actualité sur le front social, à l'appel de leur bureau exécutif, les militants du syndicat unique des agents de la santé et de l'action sociale SUSAS observent une grève depuis hier. 3 points sont sur la plateforme revendicative du Ben SUSAS. Le constat de cette grève avec Asma Ousseidou. Le constat est toujours là au niveau des centres de santé de ville de Niamey. Le syndicat unique des agents de la santé et de l'action sociale SUSAS est en grève de 48 heures depuis hier mercredi. L'objet de cette grève, c'est sur 3 points. Nous avons un protocole d'accord signé depuis le 31 décembre 2015 avec le ministère de la Santé publique. Ce protocole d'accord n'étant pas respecté, nous avons été très patients et nous sommes arrivés au bout. Malgré toutes les lettres d'interpellation de pouvoir négocier, nous sommes obligés en tout cas de revenir demander que cela soit fait dans un cadre de débrayage. Le deuxième point, c'est par rapport à la lettre circulaire du ministre de l'époque qui a signé une lettre pour mettre fin d'abord à donner une suite à toute demande de disponibilité et c'est-à-dire nous avons pensé que c'est une violation de la loi. C'est la loi qui donne l'autorisation à tout citoyen, à tout fonctionnaire de l'État de demander une disponibilité conformément aux principes qu'elle a définis dans son décret d'application. Le troisième point, c'est le recrutement à la fonction publique. Vous savez, depuis qu'il y a eu le concours annulé pour un nombre de 1832 plutôt, je corrige, et nous n'avons pas sorti notre en tout cas orientation. C'est le moment quand même de demander qu'il y ait ce concours pour que les camarades, en tout cas qui doivent être admis, le soient pour combler les vides qu'il y a au niveau des formations sanitaires qui en ont tellement besoin. Donc voilà les points sur lesquels en tout cas nous avons fait la grève. Nous sommes au deuxième jour de la grève. Vous avez fait le constat que la grève elle est effective et ce que nous pouvons retenir, c'est que nous avons fait presque 3 jours de négociation. Une grève qui constitue un lourd fardeau pour les malades. Je suis venu, on me dit que les sages-femmes sont en grève. Et voilà que moi j'ai des maux de ventre qui me dérangent depuis une semaine. Que Dieu nous vienne en aide. Je suis là, on me dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Ils ont dit qu'ils sont en grève, moi je ne sais pas pourquoi. Le syndicat unique des agents de la santé et de l'action sociale SUSAS, avec la mise en place du nouveau gouvernement, sollicite la compréhension de la population dans l'espoir que le bout du tunnel ne prendra pas beaucoup de temps dans le cadre de la prise en compte de leurs revendications. Autre débrayage, c'est celui du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'enseignement de base, le SINASEB. Le Ben SINASEB qui a animé ce matin un point de presse, il est relatif à la sortie du directeur de cabinet du ministre de l'enseignement primaire auquel le Ben SINASEB a apporté un certain nombre d'éclairages. Le résumé avec Nafisa Zakou. 2015, il n'y a pas eu de recrutement.
2016, il n'y a pas eu de recrutement. Ce point de presse du SINASEP se veut une réponse du berger à la bergère. En effet, il fait suite à celui animé par le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement primaire. Par cette sortie médiatique, le SINASEP entend apporter un démenti par rapport à la revendication qui se résume en 10 points. Le directeur de cabinet faisait croire à l'opinion que dans les discussions, il y a eu, sur les 10 points, 7 points qui ont été réglés. Au niveau du bureau exécutif national, nous aurions voulu, eux qui sont responsables, qui parlent de responsabilité, qu'ils disent clairement à l'opinion et devant la presse les points qu'ils ont ou qui ont pu trouver des solutions sur les 10 points de revendication que nous avons. À la date d'aujourd'hui, 20 octobre, en dehors de Niamey et Agadez, il n'y a aucune région qui a payé encore les pécules et salaires du mois de septembre. Le second point, c'est la question de l'arrêté. Ils ont dit qu'ils ont annulé l'arrêté. Tant mieux, nous l'avons dit. Au sortir des négociations, nous avons dit la seule avancée que nous avons eue, c'était l'arrêté du 20 juillet qui a été retiré par le ministre, même si hier. Le deuxième aspect de ce point de presse est relatif, selon le SINASEP, à la violation fondamentale de la Constitution par les autorités en charge de l'éducation. Le directeur de cabinet, son ministre et le premier des ministres, qui est le chef du gouvernement, doivent tous comprendre que le droit de grève est reconnu par la Constitution que le peuple nigérien s'est librement donné. Qu'ils comprennent que les lois et règlements dont fait qu'à la Constitution, c'est l'ordonnance qui réglemente l'exercice du droit de grève. Dans cette ordonnance de 96, la seule sanction prévue par cette ordonnance, j'allais dire, c'est les retenues pour faire de grève. En dehors de ça, ils n'ont aucune possibilité d'autres sanctions. Parce que c'est condamné par cette ordonnance qui dit que la grève ne doit pas être utilisée pour apprécier ou sanctionner un agent. Et on pense que nous, en tant que syndicat, on doit comprendre la position du gouvernement et aller dans la logique du gouvernement. Comme si nous travaillons pour le gouvernement. Nous défendons nos camarades et non un visant la bonne marche de l'école nigérienne. Pendant ce temps, le comité national des admis au concours de recrutement de 1831 agents à la fonction publique au titre du ministère de la Santé publique était cet après-midi en conclave au siège de l'USPT. Une déclaration a sanctionné cette rencontre portant sur leur situation. Elle nous est lue ici par le secrétaire général de ce comité, M. Kassoum Issaka. Considérant l'importance et la position stratégique qu'occupe le secteur de la santé pour un pays surtout qui aspire au développement, considérant les multitudes d'engagements du gouvernement de la 7e République vis-à-vis du système sanitaire de notre pays, considérant la situation sécuritaire du pays et ses conséquences sur le système de santé, considérant la situation précaire que vivent les jeunes diplômés, considérant que les conséquences de l'annulation des résultats du dernier concours de la santé sur la population nigérienne sont désastreuses à court et à long terme, surtout qu'on sait que le dernier recrutement remonte à plus de 5 ans pour une population passée de 17 millions en 2012 à plus de 20 millions en 2016, considérant que l'abrogation de l'ensemble des résultats, y compris celle d'une majorité de candidats dignement admis, est une injustice. Considérant les grèves des syndicats du secteur de la santé, exigeant du gouvernement de rehausser urgemment l'effectif de personnel des structures sanitaires afin d'offrir un service de qualité aux populations, considérant que la solution la plus rapide pour remédier au déficit des agents de la santé sera de reconnaître aux méritants leurs mérites. Le comité national des admis au concours de la santé lance un vibrant appel à l'ensemble des syndicats du secteur de la santé
aux organisations de la société civile, aux grands témoins et à la communauté nationale et internationale de s'impliquer pour que justice soit faite et que les méritants soient remis dans leurs droits. Demande aux syndicats de faire un front uni pour faire échec à toute manœuvre qui tente de détruire le secteur si cher au développement de notre pays. Exige du gouvernement la correction de l'erreur administrative qui porte préjudice non seulement aux candidats dignement admis, mais aussi à la population qui se trouve privée de son accès aux soins de santé garantis par l'article 13 de la Constitution. Nous restons plus que jamais engagés pour la défense de notre noble et légitime cause. Tout en restant ouvert au dialogue, le comité invite tous les camarades à se tenir prêts pour d'éventuels mots d'ordre et de ne jamais se laisser intimider. À la une de l'actualité depuis quelques jours, il s'agit du morcellement des espaces publics dans la ville de Niamey. Au quartier Nord Lazare, c'est un domaine destiné pour la construction d'une maternité qui a été vendu à un opérateur qui construit, s'il vous plaît, notamment des boutiques. De quoi s'agit-il? Élément de réponse dans ce reportage de Nasser Dantouf. Ce centre de santé intégré, situé au nord Lazare dans le 2e arrondissement, ne dispose ni d'adduction d'eau potable, encore moins de l'électricité. Comme s'il ne suffisait pas comme problème, une partie de la cour de ce centre initialement prévu pour la construction d'une maternité aurait été morcelée et vendue à un opérateur économique de la place qui veut en faire des boutiques. Une situation que déplorent les habitants du quartier par la voix de leur chef. Yanzu abin da an damuwa ta cikin wanga abu gidan likita ne aka ɗanni gare mu, akwai maternity, akwai sha'ashi, akwai komi da komi abin da ya kamata. Gidan likita ya matse kuma ga hili gabanmu wanda muka ƙaban. Ce qui me préoccupe le plus dans cette affaire, c'est le manque d'humilité de ce commerçant. Parce que je ne vois pas comment il va se permettre de payer un terrain réservé pour construire une maternité. Et c'est là juste pour faire des boutiques. Inhumain. Et c'est malheureux pour un monsieur comme lui. Bale shi da kanshi wuri na gidan likita bai da takarda yau bai da takarda gobe shi zo shi aza fondation shi ta shi tura ma yan kananan kwamumuwa na meri kuɗi ga aiki ai gaskiya ta ga aiki. C'est un appel aux autorités compétentes de réagir par rapport à cette situation qu'ils qualifient d'arnaque. Kiran da nike yi ma ministre de la santé, ina kira ga gouverneur da ina kira da president da bill d'abord, ina kira ga gouverneur, ina kira da ministre de la santé, ina kira gare shi su taimaka mu da bisa ga wanga abu. Ya sani ya ga wadda dan hili yake bai kai bai ka ba fa. Shi yanzu shi bai jin kuma amma. Appelle au président du conseil de ville de Niamey, au gouverneur et au ministre de la santé de prendre des mesures face à cette situation, parce que eux seuls peuvent résoudre ce problème. Ils pensent être plus forts que tout le monde, alors qu'ils se détrompent. Il y a ça. Ba sai ya zo shi gutsure ma mutane abin shi ba. Ni zan tsakanina da shi babu wani zancen musasanta. Nous avons approché les représentants de l'opérateur afin de recueillir leur version des faits, mais ils n'ont pas voulu se prononcer sur le sujet. C'est désormais officiel avec 42 ministres sans compter le Premier ministre. La composition tant attendue du deuxième gouvernement de la deuxième mandature du président Issou Mahamadou est tombée donc hier. Premier conseil des ministres ce matin de ce nouveau gouvernement, c'était en présence de notre reporter Ousmane Silikou. Le suspense aura perduré plus de 2 mois, mais c'est désormais officiel. La composition du deuxième gouvernement de la deuxième mandature du président de la République, Issifou Mahamadou. Et pour se plier à la tradition, premier conseil des ministres dit celui de la prise de contact. Il s'agit d'une séance de prise de contact au cours de laquelle nous avons saisi l'opportunité par le biais du Premier ministre
d'adresser nos remerciements au président de la République qui nous a confié ces lourdes missions d'être membre de l'équipe gouvernementale. Et naturellement, ça a été l'occasion pour le président de la République de nous dire ce qu'il attend de nous rappeler la mission qui est la nôtre, celle de ne faire autre chose que servir le Niger. Une mission qui comporte un certain nombre d'actions que nous devrons mener, notamment œuvrer pour que le rêve de consacrer, de concrétiser la renaissance du Niger puisse être atteint. Jugé pléthorique, car composé de 42 ministres sans compter le Premier ministre, selon le porte-parole du gouvernement, il n'en est rien au regard des multiples défis auxquels font face le pays. La liberté est pour tous d'apprécier l'équipe gouvernementale, d'apprécier ou de qualifier l'équipe gouvernementale. Mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'on ne pourra pas apprécier l'efficacité de cette équipe à travers le nombre. On ne pourra pas apprécier son efficacité à travers sa taille. Donc ça sera à l'œuvre lorsque nous allons continuer ce dont on a commencé, que les uns et les autres pourraient être appréciés. Mais je ne pense pas que les Nigériens aient pour rêve la réduction de l'équipe gouvernementale. Ainsi donc, la répartition des membres du nouveau gouvernement par parti politique se présente comme suit. 17 ministres pour le principal parti au pouvoir, le PNDS Taraya, 6 pour le MNSD Nassara, 5 pour le MPR Jamhouria, 2 pour respectivement MPN Kishinkasa et l'ANDP Zamalaya, et 10 pour les autres partis alliés de la même majorité au pouvoir. Et les réactions ne tardent pas du côté de la population relativement à la mise en place de ce nouveau gouvernement dit d'union nationale. Citoyens et acteurs de la société civile se prononcent. Je propose de suivre les réactions de quelques-uns. La composition, on remarque que l'opposition d'antan, c'est-à-dire le MNSD, est rentrée dans le gouvernement. C'est dire que la préoccupation de rassembler davantage de Nigériens elle est prise en compte. Le MNSD est rentré. Le gouvernement maintenant a une large majorité. Bon, il y a aussi beaucoup de compatriotes qui s'attardent un peu sur la taille. Beaucoup trouvent que la taille est pléthorique. Moi, je pense que ce n'est pas en termes de pléthore de membres du gouvernement qu'il faut voir, mais en termes de défis et de nécessité de la création du département ministériel qu'il faut raisonner. Comme en 2011, ces amateurs-là, ils ont nommé sans passer par la procédure normale. Nous les avons interpellés pour reprendre parce qu'il faut reprendre la forme. Le gouvernement est sorti sans le Premier ministre. Ce n'est pas un remaniement technique où on peut remplacer 2 ou 3 personnes. Deuxième aspect de la chose, c'est que voilà un gouvernement qui, contre toute attente, de la façon dont on a fait attendre l'opinion nationale sur le fait que ça serait un gouvernement réduit, un gouvernement de petite taille, pour faire face à cette orthodoxie-là dont on réclame tous les jours, nous avons pratiquement reconduit les mêmes portefeuilles ministériels. Voilà aujourd'hui que le président a montré qu'il n'a pas le souci d'orthodoxie. Il a ramené toutes ces personnalités-là et aujourd'hui on a pratiquement le même gouvernement, c'est-à-dire le même poids économique sur notre économie déjà fragile. Donc par rapport à la taille, je pense que là également c'est une grosse déception. La troisième chose, c'est que vous allez remarquer dans la technicité, même avec les nouveaux venus, peut-être il y a le poste de ministre de l'hydraulique qui est revenu entre les mains d'un hydraulicien. De l'autre côté, Dordo Marty en tant qu'enseignant, il est revenu à la tête du ministère. Mais sinon, la plupart des ministères, ce n'est pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc on n'a pas respecté les décrets ou les textes qui consacre la nomination aux hautes fonctions de l'État, qui voudrait que lorsque vous avez un nouveau venu comme le MNSD, puisqu'ils ont couru quand même pour venir, il ne faudrait pas quand même les humilier au point où avec 20 députés, ils n'ont pas un poste de ministre d'État, or d'autres avec 3, ils ont eu un portefeuille de ministre d'État, d'autres avec 13, ils ont un portefeuille de ministre d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la logique, aujourd'hui nous sommes dans la constance que le MNSD a négocié pour venir vers le président Issoufou. Ce n'est pas le président Issoufou aussi qui les a invités, parce que là c'est une grosse humiliation. Ça veut dire qu'on n'en a vraiment pas besoin, ils sont encombrants. Ce n'est pas surprenant pour l'ensemble des Nigériens, le gouvernement quand il est sorti, surtout au regard de la taille où les Nigériens ont attendu moins que le précédent. Moins que le précédent au regard de la situation économique et financière du pays.
que les gens estiment que 42 ministres c'est trop pour un pays comme le nôtre dans le contexte où il est. Deuxièmement, il y a peut-être une nouveauté. La nouveauté, c'est que le MNSD qui est rentré avec soi-disant des principes a eu sa part et il s'est tué. Quand le MNSD est rentré, on parlait d'un changement. Pour nous, le changement va commencer par la taille. La taille du gouvernement allait être réduite avec le concours de tous les acteurs, mais malheureusement, nous avons compris que le président de la République ou le gouvernement vraiment a véritablement répondu à l'attente des partis politiques. Le gouvernement a répondu à l'attente des hommes politiques et non véritablement à l'attente des citoyens véritables pour lesquels il faut faire moins de la quarantaine, il faut faire une trentaine de ministres ou 20 et quelques tout simplement pour répondre aux attentes du pays. Je pense que la deuxième formulation ou le deuxième aspect de la chose, c'est que le MNSD qui est venu avec un esprit de changement ne l'a pas du tout amené, puisqu'on constate qu'ils sont venus rentrer dans le four des 42 eux aussi, prétextant à apporter un changement. Ils ont eu leur part, comme tous les autres partis politiques qui étaient dans la mouvance. Mais le seul aspect positif peut-être, c'est que le MNSD a rajeuni l'équipe. Sur les 6 ministres qu'ils ont eu, ils ont amené au moins 5 qui sont jeunes. Ça, c'est une très bonne chose. Mais globalement, quand on regarde, c'est qu'il n'y a pas un grand changement de part et d'autre. Les attentes ne seront pas tellement grandes pour les citoyens parce que les gouvernants doivent être réceptifs vis-à-vis des critiques. Dernier aspect de cette édition d'information, les locaux de la ville de Niamey ont servi de cadre ce matin au début d'une grève de 48 heures suivie des sittings, ce pour exiger le paiement des aérés de salaire des militants de ces syndicats des collectivités territoriales. Le point avec Ousmane Soudikou. Par petits groupes, debout ou assis et ceux dans tous les coins et recoins. C'est peu dire que les locaux de l'hôtel de ville de Niamey sont pris d'assaut ce matin. L'entame d'une grève de 48 heures suivie de sit-in par les syndicats du secteur des collectivités territoriales du Niger. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, ici en tout cas la ville de Niamey, nous assistons à une série de non-paiements des salaires et qui n'en finit jamais. Et jusqu'à présent, ces autorités-là n'ont pas trouvé vraiment les moyens d'en finir avec ces arrêts de salaire-là. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et nous avons constaté que, bien qu'il y a des ressources au niveau de la ville de Niamey, bien qu'il y ait eu des comités de mobilisation des ressources qui sont en train de travailler et qui régénèrent vraiment énormément de fonds, nous avons constaté qu'il y a une mauvaise volonté de la part du président du conseil de ville pour payer ces agents-là. Et nous sommes là, on a jeté les agents en pâture. Et c'est pourquoi nous avons dit non. L'expression aussi d'un ras-le-bol généralisé de ces syndicats qui entendent durcir le ton et radicaliser leur mouvement en cas de non-satisfaction de leurs revendications. Nous sommes là, on va voir avec nos camarades, on va organiser une marche. Et cette marche-là, où on va vers le ministère de l'Intérieur pour vraiment faire valoir nos droits, où on va vers l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, pardon. Si un appel, quel serait cet appel à l'endroit de vos militants? Donc on va dire aux militants de rester vigilants et vraiment de répondre à nos appels. Parce que le droit là, il faut le chercher. On ne peut pas venir rester croiser les bras et sans paiement de salaire. Donc c'est pourquoi nous demandons vraiment à nos militants de rester à l'écoute et de répondre à nos appels. Au regard de la forte mobilisation, l'appel semble être entendu par les militants de ces syndicats qui se disent plus que jamais déterminés pour rentrer non seulement dans leurs droits et exigent au passage le départ ou la démission du président du conseil de ville ainsi que son receveur. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.